Salut tout le monde, très content de vous retrouver. Je vais vous parler, alors indirectement, mais de Napoléon III. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Napoléon III? Je m'en fous, il y a plein d'autres personnages intéressants. Oui, mais non. Pourquoi? Parce que si vous aimez Paris, si vous êtes déjà venu à Paris de manière touristique, je suis persuadé que ça va vous intéresser parce qu'il a tellement révolutionné la France, malgré plein de torts qu'on pourra lui reprocher, etc. Mais en fait, il y a un documentaire en 4 épisodes qui s'appelle Napoléon, le prix de l'audace, qui est réalisé par Édouard Jacques, qui va se tenir juste à ma place, juste après moi, qui a écrit, qui a réalisé, qui a utilisé l'intelligence artificielle aussi pour animer des archives. Je n'en dis pas plus, je me tais et je laisse Édouard vous expliquer davantage son travail. Laissez-moi vous parler de Napoléon III. Clap, clap. En 1840, donc avant même que Napoléon III accède à son pouvoir, il est fait prisonnier et il va écrire un livre pendant son emprisonnement. Il va finir par s'échapper de la prison, déguisé en ouvrier. C'est ça. Il s'échappe en 46. Ouais. Oui, voilà, 6 ans, au bout de 6 ans d'incarcération. Et en 2025, on a un ancien président qui a fait quelques jours en prison. Il a écrit un livre. Et puis au Louvre, on a des cambrioleurs qui se sont vêtus d'un gilet jaune pour s'échapper avec les joyaux avec les de bijoux sa de la mère. couronne. Ah oui, en De plus, sa il y a mère. un parallèle. C'est la, Ah c'est oui. la reine Hortense. Ouais. Il y a quasiment 2 siècles d'écart. Et en fait, il y a 2 histoires qui sont assez similaires. Est-ce que, du coup, en travaillant sur ce document-là, toi, tu as trouvé plus de similitudes avec notre histoire très très Il y a actuelle? beaucoup plus de similitudes. C'est marrant parce qu'on a travaillé avec un ami journaliste pour l'écriture. Mhm. En fait, il a fait des recherches avec moi pour la préparation de l'écriture. C'est fou parce que la préparation de ce doc, c'est la plus grande leçon de sciences politiques qu'on a pris tous les deux. Ouais, j'imagine. Parce que ça vous l'avez vu dans le doc, ou ceux qui ne l'ont pas encore vu vont le découvrir, c'est un personnage assez retors, et, qui sait exactement où il va, comment y aller, comment créer c'est la nouvelle politique, il Ouais. inaugure une forme de politique. C'est vrai, complètement. Donc ça déjà c'est amusant parce que c'est des codes qu'on retrouve aujourd'hui. Et avec cette forme un peu de populisme, alors à l'époque ça ne s'appelle pas populisme parce que personne n'utilise un peu ce système-là, mais où il comprend que par exemple conquérir la foule, conquérir le peuple, c'est très important. Sauf que lui, à l'époque, il le fait sincèrement. Il croit vraiment à cette cause-là, alors qu'aujourd'hui, le populisme, on sait que c'est un passage obligé pour obtenir le pouvoir. Mais à l'époque, il avait compris que voilà, c'était... Et non, dans les choses un peu similaires, il y a par exemple la guerre en Crimée. Les Russes attaquent l'Empire ottoman pour de fausses raisons. Ouais. Oui, complètement. Et que tout à coup, il y a une coalition qui est obligée de se faire pour aller défendre l'Empire ottoman. Et cette coalition, c'est les Franco-Anglais. Alors, c'est marrant parce qu'à l'époque, nous, on a eu le courage d'y aller. Là, on n'a toujours pas le courage d'y aller. Ouais. On prétend qu'on va y aller, toujours. Mais ça, c'est une vraie similitude, par exemple. Ouais, complètement. C'est vrai que c'était plus sur la fin du documentaire qui est abordé sur l'épisode 3. C'est dans l'épisode 3, mais en fait, chronologiquement, c'est en 55. Oui, donc c'est 54, 55, 56. Donc, tu vois, c'est au milieu du règne, mais c'est un truc qui est très... qui est très proche de notre actualité. Ouais. Là aussi, ils ne parlent pas d'opération militaire spéciale, mais ils ont un autre terme qui est le leur à ce moment-là, le tsar russe, pour intervenir en disant non, on ne va pas attaquer. Mais... Donc oui, j'avais oublié ce détail, mais en effet, c'est très similaire. Si maintenant je m'attache un peu plus à Napoléon III, je voulais savoir pourquoi lui, pour un tel documentaire qui est assez innovant sur plusieurs aspects, on reviendra dessus plus tard, mais pourquoi lui et pas... des personnages beaucoup plus bankable, si je parle vulgairement, typiquement son aïeul Napoléon Ier, ou une Simone Veil, ou un De Gaulle qui va avoir un biopic en 2027. Ça aurait pu être des choix de facilité avec des gros noms beaucoup plus forts. Napoléon III, je sais qu'il est connu, mais beaucoup moins. Et moi, c'est aussi pour ça que ça m'intéressait. Je me suis dit, justement, il y a des choses à savoir. Mais ça aurait pu être un choix plus facile d'aller sur des plus gros noms. Alors, pourquoi lui? C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Alors, mais ça vient de ma passion personnelle. C'est-à-dire, j'avais à la base pas une passion folle pour Napoléon III. Ouais. C'est juste que je m'y suis intéressé pour des raisons qui sont tout à fait personnelles. Juste, j'aime beaucoup lire des trucs d'histoire comme toi. Ouais. Et j'ai trouvé le personnage assez hors norme. Et c'est pour moi ce qui m'a touché, c'est que c'est un personnage qui est très humain et qui est pas, tu sais, la figure du souverain de marbre. Tu vois, c'est pas Louis XIV où c'est brum. Napoléon Ier, c'est brum. Jules César, c'est brum. Tu vois, c'est vraiment, tu t'imagines, c'est la statue de marbre. Et il y a un côté où ils sont complètement déshumanisés. Et d'ailleurs, humainement, ils sont pas très intéressants. Ouais. Tu vois, Napoléon, je pense que c'était pas le mec le plus sympa de la Terre. Jules César, c'était un profond salaud, faut pas se mentir. Il y a beaucoup de gens qui fantasment sur le personnage de César. C'était un gros manipulateur, c'était un salaud. Enfin, il a fait beaucoup de conneries. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans Napoléon III, c'est que l'humain, avant le souverain, est hyper sympathique.
il a un côté, enfin, il est très humain. Tu vois, tu parlais de son évasion déguisé en ouvrier, Ouais. l'amour qu'il a pour sa Il a un mère. côté romanesque. Il a enfin, même ses amitiés, tout ça. Enfin, c'est assez, oui, il a un côté très romanesque et très humain. Et en fait, à aucun moment dans toute son histoire, il a ce culte de la personnalité. Il a ce. Non, c'est vrai. C'est juste, ok, certes, il est empereur. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'il n'est pas empereur de France. Il est empereur des Français. Oui, j'avais noté la distinction. Et tu vois, la distinction, elle est intéressante parce que finalement, ça fait partie de ce personnage, quoi. Bon, à la fin, il reste empereur grâce à un coup d'État, même s'il ne l'a pas obtenu de la même manière que son prédécesseur Napoléon Ier. Il y a une phrase qui m'a interpellé dans ce que disent à un moment les journalistes qui commentent cette histoire un peu a posteriori. Méfiez-vous de ceux qui écrivent l'histoire, qui est donc une phrase qu'on connaît tous, puisque c'est toujours les gagnants qui écrivent l'histoire, etc. Et donc justement, ce qui m'a paru intéressant dans l'ensemble du documentaire, c'est qu'on sort du format classique avec un historien ou un expert contemporain qui viendrait prendre la parole directement. Et on a des journalistes de la presse de l'époque, et un petit peu après, qui commentent tout ce qui se passe. Pourquoi avoir fait ce choix-là, justement, de se rapprocher de l'époque, et pas la formule classique, finalement? La différenciation des deux époques, je pense que tu l'auras compris, c'est tu as le règne à chaud, là où tu les vois vivre au présent les choses, et d'ailleurs tu vois qu'ils n'ont pas du tout le même personnage, n'a pas du tout la même analyse à chaud qu'à froid. Que la voix off, ouais. Et en fait, à froid, donc la période 79, Ouais. ça représente vraiment la vision des historiens actuels qui, après du temps, après des vraies analyses historiques, ils sont en train de ressortir un peu le personnage de Napoléon III qui, pendant 120 ans, c'était vraiment l'homme à bannir. Ouais, le nom Bonaparte. Ouais, c'était... Et en fait, ça m'amusait de faire ça parce que je trouve c'est encore un truc d'actualité aujourd'hui, tu vois. C'est tout à coup, on se met à réécrire l'histoire, on voit ça avec Trump tous les jours. C'est que ça ne nous arrange pas de le dire comme ça. Donc politiquement, on va changer les choses, on va changer les écritures. Et comme ça, tout à coup, on réécrit tel qu'on... Enfin, c'est la même histoire, sauf qu'on le prend par un biais différent. Ouais. Et Napoléon III, c'est exactement ce qui s'est passé. Et pour la petite histoire, quand je dis méfiez-vous de ceux qui écrivent l'histoire, je parle entre autres pour Napoléon, je parle de Victor Hugo. C'est-à-dire Victor Hugo, je parle de lui parce que c'est le plus connu et c'est un peu le patriarche français, personne n'y touche, c'est la figure un peu intouchable. Sauf que sur l'aspect purement historique de ce qu'il a fait contre Napoléon III, qu'il a fait après sa mort, parce qu'il n'a pas eu le courage de le faire avant, il a réécrit l'histoire à sa façon pour qu'on voit le personnage comme un tyran violent, ce qu'il est tout sauf un personnage violent, enfin, faut pas se mentir. Pour le coup, là, historiquement, c'est facile à vérifier, tu vois, c'est pas si lointain, on a des documents. Ouais. Et pour des besoins politiques, quand la République renverse l'Empire, en fait, il se trouve que il y a une phase de 10 ans où la République est hyper fragile. Ouais. Et contrairement à ce qu'on imagine, quand la République, et je le dis dans le film, quand la République renverse l'Empire, la France est profondément impériale. Elle n'a pas du tout envie d'une République. Et donc, quelle est la première chose à faire ? C'est la cancel culture. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, que ça soit Victor Hugo et tout un tas de personnes, mais qui sont des personnes louables, attention, je ne suis pas en train de les attaquer humainement. C'est-à-dire que, par exemple, Gambetta, j'adore Gambetta. Gambetta, il a utilisé ce système-là parce qu'il avait bien compris que lui, le grand défenseur de la République, s'il ne tuait pas, d'un point de vue marketing, symbolique le personnage de Napoléon, et d'ailleurs, il a mis Napoléon Ier dans l'eau du bain, c'est-à-dire que s'il ne détruisait pas ce truc impérial, la République ne survivrait jamais parce qu'elle aura toujours un risque de coup d'État. Et pour la petite histoire, Napoléon III a failli refaire un coup d'État en 73, fin 72. Il s'est fait opérer, donc fin 72 et début 73, pour justement être en état de refaire un coup d'État. Et quasiment tous les historiens sur la question sont unanimes. Alors, avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille, mais tous les historiens sont unanimes, ils pensent qu'il serait revenu. Oui, parce qu'il avait encore le peuple, l'opinion du peuple. Et qu'il avait quand même beaucoup d'alliés à l'étranger. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, Bismarck, qui a été notre grand destructeur, aurait probablement soutenu le retour de Napoléon III. Malgré le fait que, parce que l'épisode 4, la fin, se conclut un peu sur cette idée que l'Empire, on va dire, est à son crépuscule, parce que c'est plus vraiment la mode en Europe d'avoir un empereur. Bah si, parce que regarde, l'Angleterre, c'est le plus grand empire du monde à l'époque, c'est une reine. L'Allemagne, certes, elle est tenue par un chancelier, mais au-dessus du chancelier, il y a le roi, il y a le roi de Prusse. Donc en fait, si, il y a encore, et regarde même en Italie qui vient de se libérer, c'est un roi encore, c'est Victor Emmanuel. Concernant la forme, le ton de voix, la voix off, leur façon de s'exprimer, c'était à mi-chemin entre le langage familier et le langage soutenu qu'on connaît de l'époque, mais un bon mélange. Qu'est-ce qui a conduit du coup à cette modernisation et cette approche un peu plus moderne ? Alors est-ce que c'est à nouveau
parce que c'est pas si lointain que nous, ou est-ce qu'il y a eu un effort vraiment mis sur l'aspect on veut que ça touche le plus de gens possible, et notamment un public qui n'est pas forcément accoutumé au documentaire? Alors, c'était un format qui était déjà compliqué. A priori, tu as bien saisi ça. C'était un format compliqué. Le texte est compliqué parce que en fait, c'est assez complexe d'expliquer les aspects économiques, politiques. Ouais, tout ça, sûr, c'est pas un documentaire pour beginners, quoi. Ouais. C'est sûr. On Ouais. part du principe que les gens ne sont pas des abrutis et que donc finalement, ils sont tout aussi capables que toi et moi de comprendre ce que tu leur montres. Donc ce système-là, oui, c'était pour quand même que de les rendre les choses un peu plus simples, mais surtout, on a lu énormément je dis on parce qu'il y avait donc le journaliste qui a enquêté avec moi, on a lu énormément de journaux de l'époque. Tu t'aperçois que le langage de l'époque, à part, il y a des tournures de phrases en fait, Ouais. qui sont un peu différentes des nôtres, c'est un peu plus construit, mais finalement, on est déjà dans des termes qui sont pas très lointains des nôtres. Et donc, t'es pas très loin. Ok. J'ai un peu simplifié les codes pour que ça soit un peu plus 21e siècle, Ouais. mais finalement, tu n'es pas extrêmement loin de ce qu'ils étaient. Et si tu lis du Zola, qui est quand même, donc c'est un peu après l'Empire, mais si tu lis du Zola, c'est amusant parce qu'il a un truc un peu, tu t'aperçois que sa façon d'écrire n'est pas très lointaine. Ouais, c'est vrai. On en parlait, on y arrive. L'IA, qui est un parti pris fort et qui est l'une des raisons aussi pour lesquelles j'ai dit ah tiens, je suis curieux, j'ai envie d'en voir plus. C'est un énorme sujet en général, évidemment, mais dans le cinéma, dans la télévision, dans la production, ça l'est tout autant. Est-ce que tu pourrais m'expliquer à quel moment vous avez décidé d'utiliser cet outil-là, de vous dire bon allez, on y va, parce que j'imagine que c'était aussi peut-être des doutes au début avant de se lancer pleinement. Et puis, comment vous avez travaillé avec cet outil? Je sais qu'il y a une personne qui était dédiée aux effets visuels, tout ça, qu'on peut voir dans le générique. Antoine Augier, ouais. Voilà, donc voilà, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ça? Alors, donc première question, non, c'était pas à la genèse, l'IA n'était pas prévue. À la genèse du projet, quand on a signé avec Planète et le groupe Canal+, avec Benoît Hilès, on était parti sur déjà ce principe d'échange entre fiction et séquences narratives. Mais séquences narratives, elles étaient plus à base de motion design. Donc, tu sais, motion design, c'est de l'animation d'archives, ce qui est finalement pas très loin de ce qu'on a fait. Sauf que, entre-temps, l'IA a progressé. Et moi, je suis revenu voir mon producteur en disant, mais tu sais quoi, on pourrait améliorer ce motion design. Antoine Logier, qui s'est occupé de cette partie-là, en fait, a été recruté à la base pour ses talents de motion designer. C'est avant tout un super motion designer. C'est un des meilleurs que je connaisse. Ce n'était pas un ami à la base. Hein. J'ai été le chercher parce que je savais qu'il faisait un super travail. Et en fait, je savais aussi qu'il s'intéressait à l'outil IA. Je voyais ce qu'il postait de temps en temps sur YouTube ou des trucs comme ça. Ça, c'était quelle date à peu près? On était déjà à la moitié de l'écriture, quoi. À la fin de l'hiver, début du printemps 2023. Okay. Donc l'IA était encore un tout petit peu fragile. Hein. Ouais, bien sûr. On n'était pas non plus. Donc c'était un pari. On s'est dit, tu sais quoi, on va tenter. Et en plus, ça correspond bien aussi à l'idée de modernité du sujet. C'est-à-dire j'arrête pas de vendre que Napoléon III, c'est un type hyper moderne. Je me dis, c'est très cool de faire un doc en étant un peu moderne dans Il y a beaucoup d'expositions universelles dans les documentaires. Donc, exactement. Donc je trouvais que c'était un petit clin d'œil amusant. Et surtout, ce qui était intéressant dans l'approche qu'on a eue, c'est comme c'est pas arrivé au début, c'était pas un prétexte pour faire ce doc. Ça n'a pas été un atout pour le vendre. C'est resté l'outil que c'est censé être. Et c'est là la grosse différence avec probablement des projets qui sont en train de se monter aujourd'hui. C'est que nous, on a travaillé avec de l'IA comme étant un outil supplémentaire à la palette et pas du tout une fin en soi. Ok. Oui, donc quoi qu'il en soit, IA ou pas IA, vous aviez déjà votre motion designer exactement, qui était déjà très talentueux. Et en fait, tu t'apercevras quand tu regardes le film, si tu l'as un peu en tête, qu'il y a beaucoup d'animes classiques, en fait. Oui. Que l'IA, finalement, elle est venue aider à la colorisation des archives, à l'animation finale, mais qu'au final, tous ces trucs de caméra sur la table, où tu vois plein d'archives qui s'animent, tout ça, c'est du motion. Et finalement, la partie IA, c'est pas la totalité, c'est que ça reste, c'est un outil dans la palette complète. Et je pense que c'est là où c'est plus amusant. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée parce que comme l'idée à la base, c'était d'utiliser des archives animées, tout à coup, on s'est dit avec Antoine, mais si tu animes les archives avec de l'IA, tout à coup, ça devient fou. Et tu vois comment ça marche, par exemple, avec des photos, bien sûr. où c'est ce qu'elle comprend le mieux. Parce que le style graphique qu'on a choisi, c'est pas encore ce qu'elle comprend le mieux.
C'est un peu complexe pour elle. Okay. Pour elle, elle sait pas bien ce que tu lui donnes à manger. Et... En revanche, les photos, pour elle, c'est hyper facile. Et tout à coup, c'est vrai que c'est génial parce que tu as l'impression d'avoir du steadicam dans l'exposition universelle. Et ça, c'est assez fabuleux. Très techniquement, est-ce que tu peux nous dire du coup quels outils tu as utilisés? Parce qu'on parle de IA, mais il y a 1001 outils aujourd'hui. Est-ce que tu peux en parler? Alors ouais, je peux en parler, mais en fait, ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est-à-dire que pour chaque image, c'est 12 outils. C'est pas c'est toujours un assemblage de plein de choses. C'est-à-dire que tu n'es pas sur Sora à faire boum boum, tu me fais une séquence. Quoi. Non, c'est d'abord, il a fallu trouver l'archive. Ensuite, il a fallu la coloriser. Pendant que tu la colorises, alors elle t'invente 50 000 trucs dans l'archive. Donc après, elle est reclinée manuellement, trait par trait. Ça prend des heures. On a eu des graphistes pour le faire avec nous. Et puis Antoine en a fait la majeure partie quand même. Mais heureusement, on a eu pas mal de gens qui sont venus nous aider. Et enfin, je dis nous, moi, c'était pas trop mon job. Mais une fois que tu avais le plan final, là, tu le passais dans une IA, et là, pour le coup, on a plutôt utilisé Kling, qui est l'IA chinoise, qui est celle qui respecte le mieux l'image de base, en fait. Pour l'instant, la concurrence est dure, là, ça bouge beaucoup avec Sora 2 et compagnie. Mais c'est vrai que, je te dis, il y a une douzaine d'interventions, et qui sont systématiquement ensuite corrigées par des humains, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas tué de job. Je pense qu'il n'y a pas une série doc en France qui a employé qui a dépensé autant d'argent en motion design. Je pense que ça n'existe pas, quoi. Super simple. Et suite à tout ce qu'on s'est dit et tout ce que tu as dû manger en Napoléon III ces dernières années, qui était Napoléon III et pourquoi connaître son histoire aujourd'hui, c'est utile? Alors, Napoléon III, c'est l'homme qui a modernisé la France et qui a fabriqué la France dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est lui qui a fait passer la France dans sa nouvelle ère. J'élabore une stratégie comme clap. Je vais te faire deux propositions, une proposition à chaque fois, pardon. Et tu me diras si c'est plutôt clap, tu applaudis le sujet, ou ric-rac, t'es pas très certain, t'aimes pas trop, t'as des doutes, etc. D'accord. Napoléon de Ridley Scott. Je sais pas si tu as vu le film il y a 2 ans. Ric-rac. Ric-rac? Ouais. Pourquoi? Il n'a pas compris l'histoire. Alors, je suis d'accord avec son argument qui consiste à dire j'ai pas voulu faire un documentaire. Si j'avais voulu faire un documentaire, je l'aurais fait différemment. C'est une vision qu'il a eu, il a le droit d'avoir. Oui, en tant que cinéaste. Mais je trouve qu'il est à la limite au point où, je suis désolé Ridley, mais c'est pas Napoléon, tu nous le décris pas, tout est faux. Et en plus, il s'est autorisé des écarts historiques. Des beaux écarts. Assez faramineux. Je te donne un détail, c'est tout con. C'est à la fin du film, le tsar, quand il a renversé Napoléon, va draguer Joséphine. Et c'est un des trucs qui est utilisé pour dire décidément, t'as tout perdu, t'as même piqué ta femme. Sauf que ça, c'est un des arguments de poids à la fin du film. C'est vraiment un des trucs qui est censé humilier le personnage de Napoléon. Pardon les gars, mais elle était morte depuis bien longtemps. Le tsar, il n'a jamais rencontré Joséphine. Et en fait, il a dragué Hortense, la mère de Napoléon III, qui était la fille de Joséphine. Et ça, d'ailleurs, c'est très drôle parce que Napoléon Ier, en fait, à la mort de Joséphine, il a pris Hortense, qui était sa belle-fille, comme conseillère, enfin pas vraiment comme conseillère, mais comme confidente. Il adorait les enfants de Joséphine. Ce n'était pas ses enfants, c'était les enfants du premier mariage de Joséphine, qui sont 2 enfants brillants. Il y avait un garçon qui est Eugène, le prince Eugène, qui a été un grand personnage des armées de Napoléon jusqu'au jour où il a compris que ça n'allait plus. Et Hortense, qui a été un soutien permanent et qui a été sa confidente. Et il a été très fâché parce qu'elle a vraiment été très très fortement draguée par le tsar. Et elle s'est un peu laissée draguer, je pense. Et ça, il a été très déçu. Mais l'histoire, c'est celle-là. Joséphine n'a jamais rencontré le tsar. Napoléon Ier, clap ou ric-rac? Clap quand même, puisque le vrai, en tout cas, c'est l'apothéose de la Révolution française. Et on dit souvent que la Révolution française, elle est morte à Waterloo. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait que des guerres. De penser que c'est que ça, c'est quand même très réducteur. Il a lancé beaucoup de projets sociaux. On connaît tous le Code civil, qu'il a véhiculé dans toute l'Europe. Il a quand même apporté de la liberté des peuples à l'Europe. Et contrairement à ce qu'on imagine, les peuples étaient plutôt contents de le voir arriver, quoi. Après, malheureusement, c'était suivi par des batailles sans fin parce que les rois et les empereurs en face n'étaient pas du tout contents de le voir. C'est un égal empire aussi, quoi. Napoléon Ier créait des guerres en réaction. Il n'était pas du tout dans le mode expansionnisme. Malheureusement, ça a créé des millions de morts, mais en tout cas, l'idée de base, c'était d'exporter la Révolution française un peu partout. Oui. Il y a une expression à un moment, je ne sais pas si elle venait
de vous où elle a vraiment été dite. Je pense qu'elle existait vraiment, mais tu vas m'aider, je pense. Napoléon est rentré dans Paris 3 fois. La première fois, c'était son génie. Moi, c'est de Victor Hugo. Ah voilà. Alors Victor Hugo, à ce moment-là, il est un peu, il est difficile à lire parce que c'est le moment où il sent bien qu'il y a un truc à faire avec Napoléon III. C'est lui qui œuvre énormément à son élection présidentielle. C'est-à-dire que c'est un vrai principal soutien. Hein. C'est un des piliers de l'élection présidentielle de Napoléon III, de Louis-Napoléon Bonaparte à ce moment-là. Ouais. Et en fait, c'est drôle, et ce qu'on dit assez peu, c'est que cette haine qu'il a contre Louis-Napoléon Bonaparte, c'est pas du tout parce qu'il a fait un coup d'État. Cette haine, c'est parce qu'en fait, il l'a fait élire dans le seul but d'être nommé ministre de l'Éducation. Oui, ce qu'il n'a pas eu. Et ce qu'il n'a pas eu, parce qu'en fait, il faut savoir que Victor Hugo, contrairement à ce qu'il prétend dans ses livres, est un tourne-casaque. Okay. C'est-à-dire qu'il a bouffé à tous les râteliers du pouvoir. Il a été pro-Napoléon, puis il a été pro-machin, puis il a été pro-truc. Enfin, franchement, c'est pas un mec qui est hyper droit politiquement, il ne suit pas une ligne directrice. Hein. Donc il a fait élire Louis-Napoléon Bonaparte parce qu'il s'est dit que c'était un manipulable. Ouais. Et que donc, oui, comme beaucoup se disaient. Il a fait la même erreur que tous les autres. Et sauf que Louis-Napoléon Bonaparte, qui avait beaucoup de défauts, mais pas celui d'être un crétin, il a compris que Victor Hugo ne serait jamais un homme fiable politiquement. Ouais, et que donc, il ne fallait surtout pas qu'il devienne ministre pour lui. Puisqu'on a parlé déguisement, évasion, et que je crois qu'un certain Alexandre Dumas est venu rendre visite durant le séjour en prison de Louis-Napoléon Bonaparte, Clap Clap ou Ric Rac sur le comte de Monte Cristo. Livre ou film, au choix? Ah non, alors livre, gros Clap Clap. Ok. Et film? Je passe. Je ne vais pas me faire trop d'ennemis. Ok. L'impératrice Eugénie. Clap Clap ou Ric Rac? Clap Clap, pour l'avoir supporté. Non, c'est pas. Je pense que politiquement, elle lui a fait faire beaucoup de bêtises, malheureusement. Je pense qu'humainement, c'est une chouette femme, sincèrement gentille et bonne et bienveillante et tout ça. Mais elle n'était pas bonne politiquement. Et par exemple, contre lui, qui a été habitué à voir sa grand-mère, Joséphine, et sa mère Hortense, qui pour le coup, elles étaient c'était des vraies politiciennes, c'est-à-dire qu'elles étaient hyper douées. Sans Joséphine, il n'y a pas Napoléon Ier presque. Et sans Hortense, il n'y a pas Napoléon III. Hein. Il avait tellement l'habitude de ces femmes brillantes, fortes, intelligentes, qu'il a fait confiance à Eugénie comme il a fait confiance aux deux autres. Et c'était probablement une erreur parce que, par exemple, la guerre de 70, elle aurait peut-être pu éviter si elle lui avait conseillé de ne pas y aller, parce que lui, il ne voulait surtout pas la guerre de 70. Ouais. Elle était une franche partisane de la guerre de 70. Et là, on peut, par exemple, dire que... Oui, c'était pas la meilleure. Mais par contre, humainement, elle l'a soutenu. Il faut savoir que Napoléon III était vraiment le plus gros queutard de la Terre. Ouais, apparemment, ouais. C'est-à-dire que vraiment, je pense qu'il a eu des centaines de maîtresses et que pour elle, ça a dû être très dur. Ouais. Et il y a une petite anecdote, pareil, vous pourrez couper si vous voulez. Il y a une petite anecdote très amusante. Ils sont à Biarritz, parce que c'est eux qui ont bâti Biarritz. Mm-hmm. Ils sont à Biarritz en train de se balader. Il y a une femme qui attend sur un banc avec un petit chien. Et le petit chien saute des genoux de la jeune femme et court dans les bras de Napoléon. Et donc, Eugénie comprend que c'est une de ses maîtresses et que le chien connaît très bien Napoléon III. Comme quoi. Attention au chien. Le dernier film que tu as vu au cinéma? Alors, je suis très vieux film. Donc, le dernier, c'est À l'Est de Shanghai de Hitchcock. Ok. Je connais pas du tout, mais donne-moi envie de le voir. Premiers. Okay. Ça doit être un des premiers parlants, d'ailleurs. Pour lui, hein, j'entends. Et ouais, Clap Clap, mais Hitchcock, quoi. Un peu plus flou peut-être, mais Clap Clap ou Ric Rac sur la démocratie en 2025? J'adorerais clapper une démocratie, mais est-ce que la démocratie est toujours véritablement là aujourd'hui, quoi? Est-ce qu'on n'a pas un peu perdu ce sens-là et est-ce qu'on ne va pas justement dans un truc où on nous fait croire qu'on a encore du pouvoir et que finalement ils règlent ça entre eux et ils sont bien contents de le faire entre eux, quoi. Ok. Et bien, sur ces paroles pleines d'optimisme, je propose qu'on conclue. Merci beaucoup pour ton temps. Mais je t'en prie. Et puis, si tu peux faire un petit regard sur l'une des deux caméras, sur celle-ci. N'hésitez pas à voir ce film. Ça a été donc Napoléon III, le prix de l'audace. C'est actuellement sur la plateforme Canal+. C'est bientôt en diffusion au printemps, à partir du printemps, sur Canal+ Doc. Je vous invite à y aller pour une raison simple, c'est que déjà, on s'est bien battu pour le faire.
Donc, merci si vous pouvez y aller, c'est cool. Et non, parce que je pense que je vous prends pas pour des idiots et que justement, je pars du principe que vous allez tout comprendre, même si c'est un peu complexe, et qu'à la fin, vous pourrez dire, ça y est, j'ai bien compris qui était Napoléon III. Clap, clap. Et je confirme, en vrai, je suis pas expert non plus en Napoléon III. Ni en grand empire et tout ça, et j'ai vraiment globalement tout compris, donc ça va. Merci beaucoup. Mais je vois que tu as tout vu déjà, c'est bien. J'ai tout, bah oui, je me suis dit... Voilà, vous en savez beaucoup plus maintenant sur le documentaire. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à le découvrir, c'est disponible via Canal+. Et à contrario, si le documentaire ne vous intéresse pas, mais que vous avez tout regardé de cet échange, merci déjà beaucoup. Mais je vous invite quand même à être curieux, regardez ne serait-ce qu'au moins le premier épisode. Et puis après, vous ferez votre propre avis. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt sur Clap Clap. C'était Quentin. Ciao, ciao. Ce soir, avant de tirer ma révérence, laissez-moi vous parler une dernière fois de Napoléon III. Okay, everybody, that's a wrap.